Messieurs, bonjour. Tout un plaisir de vous retrouver pour ce numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Les dissensions nées au sein des regroupements et formations politiques lors de la présidentielle de 2016, elles semblent toujours actuelles et n'ont pas fini d'impacter leur suivi. En ont fait déjà les frais le Parti du Renouveau démocratique, la RB, et le PSD, le Parti social-démocrate du Bénin. De part et d'autre, on dénie au président régulièrement élu par les instances fertières leur légitimité. Du côté de la RB, le bras de fer a fini par accoucher d'un congrès extraordinaire avec l'élection d'un nouveau président, Abraham Zizidoroué, à la tête du parti. Mais le président déchu, Liali Soglo, et ses affidés, comme certains aiment les appeler, ne s'avouent pas vaincus. Les armes à la main, la bataille judiciaire est désormais enclenchée et s'annonce des plus palpitantes, dit-on. Comme sur les traces de la RB, la voie judiciaire se révèle désormais des plus inévitables pour le Parti social-démocrate. Pour les deux formations politiques, la crise est consommée. Peut-être bientôt un troisième parti politique sur la sellette, pourquoi pas. Mais elle est arrivée pour quel résultat? Tout cet imbroglio. Des partis politiques mieux structurés, plus démocratiques, la question se pose. S'achemine-t-on vers une réforme de fait ou simplement de plus manœuvres de déstabilisation? Pour des éléments d'appréciation, nous recevons pour vous le regard croisé de deux jeunes acteurs sur la scène politique. Thème à soumettre à leur analyse branle-bas au sein des partis politiques traditionnels au Bénin, crise structurelle et ou politique. Déjà confortablement installés, les deux invités du jour. À ma gauche, Ilano Ville Sinodob Agli. Il est le secrétaire général de Lobby Jeunesse, un mouvement politique acquis à la cause du régime au pouvoir. Sinodob Agli, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. La pleine forme? Ça va. Le combat pour la jeunesse? Ça va. Ça va. On tient le coup. On tient le coup. Heureux de l'apprendre et de le savoir. En face de lui, un autre jeune, lui, Lanon Léonce Rongbadi. Il est le président du PLP, le Parti pour la libération du peuple. Un parti de l'opposition très actif sur le terrain. On ne le présente plus. Léonce Rongbadi, bonjour. Bonjour Joël. Comment allez-vous? Je vais très bien. Il paraît que la forme est toujours beau-fils, c'est vrai? Absolument, parce que le combat pour la libération du pays se poursuit. Est-ce qu'on n'exagère pas quand on parle de libération du peuple? On ne libère que ce qui est occupé. Mais tout est occupé depuis 14 mois et les Béninois le constatent. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, nous l'avions déjà prédit. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire, comme on le dit. Il faut poursuivre le combat pour redresser notre pays, le remettre en confiance. En tout cas, un langage qui lui est propre. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas encore l'instant débat. On se retrouve juste après ceci pour le plateau proprement dit. Je vous retrouve dans quelques instants. Oui, de l'eau peine à couler sous le pont. La réalité est là, tangible, au sein des partis politiques traditionnels au Bénin. L'ARB et le PSD, pour être plus précis, plus rien ne va, dit-on. Le torchon brûle au point de ne laisser aucune place à la négociation. Donc, autour d'une table, comme on le dit, le linge sale se lave en famille. Mais désormais, ce linge doit se laver devant l'instance judiciaire. C'est le choix opéré de part et d'autre pour finalement rompre la grâce. Mais allons-nous vers plutôt une résolution durable, une solution qui rendra ces partis politiques plus forts que jamais, conquérants pour les prochaines joutes électorales? C'est une question de taille. Quand on sait que bientôt, une fois encore, les électeurs seront appelés aux urnes. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour l'instant débat proprement dit. Et je me retourne très rapidement vers Léonce Rongbadi. Oui, je me retourne vers Léonce Rongbadi pour savoir juste le regard que l'acteur politique, il n'y a pas de jeunesse en politique, dit-on, porte sur ce à quoi on assiste actuellement. Non, vous l'aviez si bien dit dans votre introduction. Nous assistons bel et bien à une manœuvre politicienne de déstabilisation des partis politiques traditionnels, parce que le chef de l'État, au tout début de son mandat, avait dit que pour ce qui fait qu'on est un bon président et qu'on pourrait se faire élire, ce n'est pas le bilan, c'est la manière, c'est la façon dont on entretient les partis politiques, les grands électeurs, les médias, la société civile et tout le reste.
Et il a commencé par les maires. Vous avez vu que les maires qui n'ont pas appelé à voter pour lui ont commencé par être destitués un à un. Le tout dernier, c'est Séverin Adjovi de Ouida. Et après les maires, il s'est attaqué aux partis politiques qui ne l'ont pas soutenu. Il a commencé par la Renaissance du Bénin. Après la Renaissance du Bénin, c'est le PSD qui avait appelé à voter pour Sébastien Adiavon lors de la présidentielle. Donc, attendez-vous après le PSD, attendez-vous à ce que d'autres partis politiques soient atteints par ce virus de la rupture. Donc, ma lecture globale de la situation, pour moi, il n'y a rien de nouveau. C'est comme on appelle, ça fait partie de la méthode de gouvernance de notre pays depuis 14 mois que M. Patrice Talon est à la tête du pays. Et je dis qu'il a sa main derrière. Il n'y a même pas de main visible. La main visible, c'est lui. Sénateur Bagli, quelle lecture vous faites de cette situation qui interpelle quand même la jeunesse béninoise? Oui, je voudrais, avant de partager ma lecture, faire remarquer que le chef de l'État qu'on voit derrière tout, parce qu'on le voit surpuissant, a bel et bien, dans ce développement dont parle mon ami Léonce en parlant de l'entretien des grands électeurs, montré par rapport à ce développement qu'il était opportun de réformer le système partisan, qu'il était opportun de réviser la Constitution, qu'il était opportun de réduire le pouvoir du chef de l'État. Et c'est par rapport à ça qu'il a introduit une proposition de révision de la Constitution. Donc s'il était dans la logique de maintenir ce qui est fait par le passé, qu'il a décrié, il n'allait pas s'inscrire dans cette logique de réforme que un certain nombre d'acteurs politiques ont travaillé âprement à noyer. Pour revenir au débat du jour, je voudrais faire remarquer qu'en réalité, c'est trop facile de voir l'autre derrière ses incapacités, derrière ses échecs. Et pour moi, c'est des solutions de facilité que s'approprient des personnes qui n'ont pas fait les choses comme cela doit se faire. C'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est un regroupement d'individus autour d'un idéal qui a pour but de conquérir le pouvoir. Donc le regroupement se fait autour d'un idéal et non autour d'une personne. Lorsque vous vous regroupez autour des idées fausses, des idées fortes, ces idées-là traversent le temps, traversent les générations et vous permettent d'avoir une structuration claire. Mais lorsque vous vous retrouvez autour d'un individu, lorsque vous vous retrouvez autour d'une famille, autour d'un clan, autour du butin à partager, autour du pouvoir, il est bien évident que si ce qui vous réunit disparaît, vous allez disparaître. Alors que les idées fausses, les idéologies autour desquelles on doit construire un parti politique ne disparaissent pas aussi facilement parce que c'est des idées qui traversent les générations. Et c'est ça le véritable problème dont souffre notre pays. On a passé le temps au lendemain de la conférence nationale à monter des partis politiques autour des individus, à monter des clubs d'amis. C'est des clubs électoraux, des clubs d'amis, des regroupements d'amis, au point où aujourd'hui, lorsque vous allez dans les localités, lorsqu'on dit le PSD, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le PSD. Mais quand vous dites le parti d'Amoussou Bruno, on connaît. Au point où toute la présidence d'Emmanuel Goro, la tête du PSD, n'a pas été une présidence où on lui a reconnu une personnalité. C'est nous, les intellos qui lisons les journaux, là, qui voyons véritablement Emmanuel Goro comme le président du PSD. C'est resté cloîtré dans la tête du peuple lambda que c'est le parti de Amoussou Bruno, c'est le parti de Daguerre. Ce qui se passe actuellement devrait arriver un jour. C'est inévitable, même si c'est une association de quartier et que c'est conçu autour d'un individu, lorsque l'individu disparaît, lorsque l'individu n'est plus là, ou lorsque l'intérêt qui vous réunit n'est plus là, il est évident que ça peut se passer. Ce discours est aussi celui de ceux qu'on appelle d'un côté des frondeurs et de l'autre des réformistes, qu'il est question de structurer désormais les partis politiques et d'éviter que ça se passe comme par le passé, comme des clubs d'amis. Est-ce que l'idée elle-même n'est pas quand même à saluer? Non, je suis tout à fait d'accord que les partis politiques traditionnels de notre pays ont montré leurs limites. Il faut qu'on se dise la vérité. Après 27 ans de pratique démocratique, on doit pouvoir faire le bilan. Les partis politiques traditionnels ont montré leurs limites. Il faut aller, qu'on appelle, à la réforme du système partisan, comme nous l'avons dit depuis le début. Mais réformer les partis politiques, ce n'est pas les détruire un à un de cette manière. Parce que chaque parti politique, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce ne sont pas des réformes? Non, ce n'est pas des réformes. Parce que chaque parti a ses textes. Chaque parti est doté et régi par des textes. Donc, il faut respecter ces textes-là. Vous prenez le cas de la Renaissance du Bénin. Vous prenez le cas du PSD. Parce qu'au niveau de la Renaissance du Bénin, on a comme l'impression que nous avons une justice à deux vitesses. Parce que dans un premier temps, le dossier de la RB n'évolue pas tellement au niveau de la justice. Au niveau du PSD, c'est dans la même journée que la justice décide de surseoir au Congrès
que le président Emmanuel Golo... Que tout ceci dépend du nombre de dossiers que le juge a sur sa table. Non, 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 on est dans le Bénin, on se connaît très bien ici. Donc, je crois que si réformer les partis politiques, si c'est opéré de cette façon, je crois qu'on se trompe de cible. Parce que les Béninois, aujourd'hui, il y a un grand fossé entre les Béninois et les partis politiques, notamment les partis politiques traditionnels. Parce que, comme il a si bien dit, nos partis politiques au Bénin ne sont pas basés sur des valeurs, les valeurs républicaines, les principes, les symboles qui régissent notre République, qui ne sont pas basés sur cela. Donc, ça se limite seulement autour de quelques individus, autour des intérêts. Donc, l'intérêt général n'est pas défendu. Au point où les Béninois sont devenus des décors de la vie politique et non le cœur de la vie politique. Parce qu'en temps normal, les citoyens devraient être le cœur de la vie politique et non le décor. Donc, il faut y mettre un thème. Mais pour y mettre un thème, il faudrait qu'on puisse respecter les textes qui régissent ces partis politiques et qui régissent aussi la vie des partis politiques de façon générale au niveau de notre pays. Oui, le plaidoyer et en même temps reproche fait par ceux aujourd'hui destitués, c'est dire que les fondeurs ou réformistes lisent de travers les tests, de sorte à se rendre plutôt victimes. Alors, ils sont à la base de ce qui se vit aujourd'hui comme drame au sein de ces partis. Vous, de votre position, avec une lecture plutôt objective, c'est vrai qu'avec l'acteur politique, c'est difficile de prôner l'objectivité, mais comment vous l'appréciez? De façon objective, je crois que ce qui a lieu de réformer, ce n'est pas les partis, c'est le système partisan lui-même. C'est comment les partis naissent. C'est qu'est-ce que les acteurs politiques se mettent ensemble pour créer un parti, entendent par parti. Lorsqu'on parle de la Renaissance du Bénin, qui est née pendant que le président Soglo était au pouvoir, et qui est née autour de la gestion du pouvoir du président Soglo, tout le monde a envie de participer à la gestion du pouvoir au lendemain de la Couronne nationale, où on n'a pas été membre du PFPB et tout le reste. Et c'est ça qui a amené beaucoup de cadres à venir à la Renaissance du Bénin. Une fois que le pouvoir a disparu, ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont continué à pouvoir profiter peut-être de l'aura de la famille Soglo ou des acquis antérieurs de la Renaissance du Bénin de façon électorale pour pouvoir continuer à se faire réélire. C'est eux qui sont restés. Et aujourd'hui, ils estiment du moins qu'ils ne peuvent pas continuer. Parce qu'en fait, il y a deux lectures qu'il faut faire. Il y a la lecture de celui qui a décidé de rompre les amas et qui veut convaincre le bas peuple, qui dit le président ne respecte pas les tests. Mais l'autre lecture qu'il faut faire, c'est que l'acteur politique, n'étant pas dans son parti fondé autour d'une idéologie, est beaucoup plus à la quête du pouvoir. Et lorsqu'un pouvoir s'installe, et que hier on n'a pas participé à installer ce pouvoir-là, et qu'on veut aller nouer un copinage avec ce pouvoir, il faut trouver les moyens d'y aller. Et s'il y a des obstacles sur le chemin, on écarte les obstacles. C'est à ce moment-là que mes amis d'en face trouvent que c'est le président Patrice Talon qui est derrière. Et en fait, le président Patrice Talon n'est que, comme l'a dit le président Bruno Amoussou entre-temps, n'est qu'un spectateur de ce que chacun fait dans son parti politique. Parce que chacun court pour aller vers le marigot. Et lorsque les gens courent pour aller vers le marigot, tout ce qui est obstacle pour eux vers le marigot, pour aller vers le marigot, on l'écarte de son chemin. Ça ne fait pas dire que le marigot est responsable de ce qui se passe. Ce n'est pas le marigot qui attise la soif. Ça confirme, si tout le monde veut aller au marigot, comment on appelle donc ça veut dire que les soi-disant réformistes dont vous parlez, donc ils sont pressés d'aller à la rivière. Et c'est en cela que je parle de la réforme du système partisan. Il faut que les gens puissent savoir pourquoi on va à un parti politique et comment ça fonctionne au sein d'un parti politique. Parce que l'autre chose, c'est quoi? Lorsque vous avez des partis politiques où on dit c'est le parti de tel, ou à une élection, c'est celui-là qui sort toute la caillotte, qui conduit les élections. C'est lui qui a plein pouvoir, c'est lui qui décide de tout. C'est normal qu'il vous conduise vers ce qu'il veut. Et c'est normal qu'à un moment donné, que tout esclave puisse chercher à s'émanciper, puisse chercher à sortir de son esclavage. En fait, c'est ça ce qui se passe au niveau des partis politiques. Aujourd'hui, on a soif de liberté, on a soif d'expression, on a soif de débats contradictoires au sein des partis politiques. Et c'est ça qui manque dans nos partis politiques traditionnels. C'est ça qui manque. La pègre, à ce qu'il paraît, quand on prend le cas de la RB, c'est plutôt lié à les Soglo, on dit définitivement exclu, mais par contre, aussi bien la présidente fondatrice que le président d'honneur, qu'on les maintient comme personnalité morale pour montrer la bonne foi des réformistes. Et tout ceci ne vous rassure pas qu'il faut espérer un lendemain meilleur? Le paradoxe est là, parce que est-ce que Soglo, le président Nicéphore Soglo et Mme Roselyne Vieira Soglo, est-ce qu'ils avaient participé au congrès d'Abomey? Non, ils n'étaient pas. Donc, par quelle alchimie on les désigne, on les maintient, c'est pas à ces postes-là au niveau de... Non, je crois qu'il y a plus sérieux que ça.
Il a dit indirectement, et moi, c'est cette vision que moi-même j'avais de la situation. Je continue de le dire, si vous prenez le cas de la renaissance du Bénin et du PSD, vous avez la main du pouvoir derrière. Parce que, au niveau de la RB, Léa Soglo ne soutient pas le régime en place. Au niveau du PSD, Emmanuel Golou n'a pas soutenu Patrice Talon. Donc, je continue de le dire et je vous dis, vous allez voir qu'après la RB et le PSD, vous allez voir que d'autres partis politiques aussi vont connaître les mêmes difficultés artificielles. Donc, il faut, si nous voulons réformer les partis politiques, il faut les réformer dans les règles de l'art. L'absence prolongée du chef de l'État, Patrice Talon. Comme le titre d'un roman à l'eau de rose, le sujet a retenu au Bénin l'attention du grand nombre, toutes classes socio-professionnelles confondues, déchaîner des passions et inspirer bien des professionnels de médias. La mise au point du ministre des Affaires étrangères, pratiquement après une semaine de silence de voix officielle autour de la dite absence, n'auront rien changé aux suspicions. La polémique enfle presque de plus belle. Où se trouve Patrice Talon? SOS, le Bénin recherche son président. À Benonci, plonge Talon. Ce sont là, entre autres titres osés, qu'on pourrait lire à la une d'un certain nombre de journaux, comme pour relancer le débat. Débat autour de la santé et de l'absence d'un chef d'État en exercice. Ça tient à quoi dans un régime démocratique comme celui du Bénin? Quel impact éventuel sur la gestion de la cité? La fonction présidentielle est-elle synonyme d'absence de vie privée? Ce sont là, entre autres préoccupations, que nous aurons à passer au peigne fin au cours de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème du jour, gouvernance politique et développement socio-économique à l'ère du nouveau départ. Quelle avancée après 14 mois de gestion? L'instant débat, ce sera tout de suite. Et maintenant, à mes côtés, déjà installés, deux invités, un acteur politique et un homme de médias. D'abord, à ma droite, Auguste Videgla, un des classiques du régime au pouvoir. Il est le président du RBNV, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Auguste Videgla, bonjour. Bonjour, M. Joël. Comment vous portez? Très bien, très bien. Ça fait plaisir de le savoir. Merci. En face de lui, on a Vincent Folly, éditorialiste. Il est le promoteur et directeur de publication du quotidien béninois La Nouvelle Tribune, un quotidien très en vue. Vincent Folly, bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité. Je suis toujours disponible. Ah oui, ça c'est vrai. Et comment se porte La Nouvelle Tribune? Comme le pays. Comme le pays. Et comment Si se porte le pays? La Nouvelle Tribune va bien. Ah bon? Il n'y a pas de problème. Ça, c'est bon de le savoir aussi. Pas de problème. Deux conseils des ministres successifs manqués, faute de présence du territoire national du chef de l'État béninois. Absence remarquée lors de la Journée nationale de l'arbre, 1er juin à Alada, puis lors du sommet de la CEDEAO à Monrovia au Libéria le 4 juin. Les Béninois ont offert de se lancer alors dans moult interrogations, ayant finalement abouti à une certaine inquiétude généralisée. Auguste Videgla, tout le débat autour de l'absence du chef de l'État, comment l'acteur politique et soutien de première heure alors du candidat, alors aujourd'hui président, comment l'appréciez-vous personnellement? Je vous remercie, M. Joël. Comme vous l'avez dit, il y a une polémique qui enfle autour de l'absence du chef de l'État, mais il faut comprendre que le chef de l'État, comme j'ai l'habitude de le dire, travaille intensement à la mise en œuvre de son programme d'action du gouvernement. Donc, il arrive des moments, comme actuellement, le premier semestre 2017 est passé. Donc, il faut faire le point de l'avancement de l'ensemble des réformes, des programmes engagés pour aborder le second semestre 2017. Donc, le chef de l'État, entre autres, dans son agenda politique, dans son agenda professionnel et en tant que chef d'État, a dû peut-être se retirer, faire le point de tout ce qu'il y a comme nécessité de réglage pour aborder mieux le second semestre 2017. Parce que vous savez que le premier semestre a été consacré essentiellement au dernier réglage sur la mise en œuvre du PAG,
à la mise en place des structures, institutions de contrôle, etc. et tout. Et nous abordons maintenant le second semestre avec une phase décisive. Donc cela rentre, l'absence du chef de l'État rentre peut-être dans le cadre d'un repli stratégique afin de mieux cerner l'ensemble des enjeux qui attendent le régime après 14 mois d'exercice. Ah oui, reculer pour mieux sauter, dira l'autre. Vincent Folly, l'éditorialiste, a consacré une page d'édito aussi pour cette absence. Quel est votre regard avec un peu de recul et aussi cet élément d'ajout par rapport à cette absence? Je respecte beaucoup mon vis-à-vis, le professeur Videgla. Et il vient de parler dans une langue qu'on appellerait la langue de bois. Et exactement, la langue de bois, vous savez ce que c'est? On ne dit pas exactement ce qu'on pense. J'ai écouté les propos du professeur et je souriais parce que j'ai dit qu'on n'apprend pas grand-chose. Il a dit, voilà, nous venons de finir le premier semestre. Il faut faire un break. Le premier semestre, c'est fin juin. Fin juin que le premier semestre. Nous sommes au 6e mois de l'année. Le premier semestre finit fin juin. Et c'est juillet qui commence le deuxième semestre. Mais je vais être plus sérieux. Je crois que le professeur n'a pas dit toute la vérité. D'autant qu'on a entendu un certain nombre de choses. On a vu sur les réseaux sociaux des choses qui sont dites. Ce qui se passe actuellement n'est pas normal. L'absence du chef de l'État n'est pas normale. Aucun déplacement du chef de l'État ne peut passer sans information. Ça n'est pas possible. Vous imaginez le président des États-Unis, quand il allait partir, son agenda était connu. Il passe dans tel pays, dans tel autre, tel jour. Je crois qu'on peut organiser ça. Et le gouvernement actuel avait commencé à organiser, à dire que cette semaine, il rencontre à telle heure, tel jour. Je crois qu'il a manqué ici de l'information, simplement. Mais j'ai lu, et vous avez fait allusion à mon édito tantôt. J'ai fait un édito pour réagir contre un article d'un confrère qui est un journal bien coté au sein de la famille de la majorité présidentielle. Je ne veux pas nommer, mais je crois. Et ce quotidien écrivait hier seulement que position, c'est que le chef de l'État est venu redresser les habitudes politiques. Et lorsque vous lisez l'article... Oui, qu'il est dans une nouvelle dynamique. Il n'est pas obligé de dire où il va. Il peut disparaître des radars. C'est le thème qui est utilisé. Des écrans radars à l'improviste, comme il le faisait avant. Moi, je réponds, le chef de l'État était dans une autre posture avant. Il était chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il n'a pas besoin de dire à ses employés, je vais en visite quelque part, je reviens, je viens vous voir. Il n'a pas besoin. Il est en position de chef d'État. Et le chef d'État, c'est le chef d'un État composé de citoyens. Et ces citoyens ont le droit de savoir où est le président. Que fait le président? C'est un droit. Donc, une semaine d'absence, c'est déjà... Non, le président n'a plus de vie privée, je regrette. Il n'a plus de vie privée. Toute sa vie est devenue publique. En dehors de ce qu'il fait avec sa famille, sur laquelle personne ne peut l'interroger, mais on a le droit de savoir où est notre président. Il ne peut pas disparaître pendant une semaine impunément. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Personne, aucun président américain ne peut se déplacer sans qu'on ne sache où il est. D'abord, oui, monsieur le professeur. Tout le monde sait où se trouve le président. Tout le monde sait. Oui, dites-le clairement. Très récemment, il y a eu l'agenda du chef de l'État qui a été publié. Peut-être que vous n'êtes pas bon. Mais nous ne voyons pas pourquoi est-ce que dans notre pays, nous sommes habitués à faire de la délation, de la désinformation permanente. Mais le chef de l'État a un agenda précis, vous venez de le dire, que bon, les autres chefs d'État font... L'agenda a été publié. Allez-y sur le site de la présidente, vous verrez l'agenda du chef de l'État pour ce mois de juin. Et qui sera exécuté. Il s'apprête bientôt à aller en Chine. Mais pourquoi toutes ces polémiques autour? Vous voulez que chaque fois que le chef de l'État veut poser un acte, qu'on prenne la radio, micro, qu'on aille sur les trottoirs pour publier?
quand même, il faut un État qui se non, respecte. Professeur, si le ministre des Affaires étrangères était intervenu devant les diplomates, on lui a demandé, il a dit, le chef de l'État a des rendez-vous, c'est ce qu'il a dit, devant eux, il a des rendez-vous, et je suis en contact avec lui tous les jours. C'est là. Or, les réseaux sociaux avaient dit, la veille, ce sont les réseaux sociaux qui détiennent la vérité. Non, mais c'est pas possible. Mais comment vous, en tant que journaliste d'investigation, vous pouvez vous baser sur les réseaux sociaux qui quelquefois débitent des... C'est votre régime qui utilise abondamment les réseaux sociaux. Le chef de l'État, il y a quelques jours, s'est adressé sur Facebook à ses followers. C'est une manière de dire qu'il est un citoyen, comme tout bon citoyen, et qu'il voit tout ce qui passe. Laissez-moi terminer. Ce n'est pas une politique, on n'est pas en querelle ici. Non, nous sommes en train de discuter. Le ministre des Affaires étrangères, il y a 2 jours, a réuni les diplomates pour leur donner un secret. Et on a posé une question. Il a dit non, je suis en contact avec le chef de l'État. Il a des rendez-vous qu'il est en train d'honorer. Je l'ai même appelé il y a quelques jours, je ne sais pas. Alors, 2 jours après, c'est-à-dire le lendemain, nous apprenons sur RFI que l'AFP, selon la voix du ministre des Affaires étrangères, a dit que le chef de l'État fait un bilan de santé. Mais entre ce qu'il avait dit la veille et ce qu'il dit aujourd'hui, il y a un problème. Mais quel est le problème? Non, s'il vous plaît. Quel est le le chef problème? de l'État n'est pas n'importe qui. Non, on n'a pas dit non. Monsieur Joël, vous me regardez. Allez-y. Le chef de l'État, c'est le premier citoyen de la nation. Oui. Je vous dis l'article de mon confrère que je non, veux ce pas que vous venez de souligner, vous dites que le ministre des Affaires étrangères a souligné la veille que le chef de l'État avait des rendez-vous et qu'ils se sont parlé. Le lendemain, on dit que le ministre des Affaires étrangères a dit à l'AFP que le chef de l'État faisait un bilan de santé. Ça faisait trop. Alors, pour 2 jours. Non, ça changer ne fait pas de trop. version. Pourquoi avoir des rendez-vous? Vous ne faites pas de bilan de santé, monsieur Folli? Oui, tous les ans, oui. Mais moi, je suis un citoyen ordinaire, je n'en fais pas cas. Donc vous voulez que quand le chef de l'État veut faire un bilan santé, il faut qu'il amène tout le peuple pour ça? Non, s'il vous plaît. Mais non, le chef de l'État est en très parfaite santé. Il est tout à fait normal avec son rythme de travail. Il travaille pratiquement 20 heures par jour. On le paye pour ça. On le paye pour ça. Oui, d'accord. Avec ce rythme de travail, il est normal que dans ses déplacements, il prenne quelquefois le temps de faire un check-up, contrôler la machine pour voir s'il peut maintenir le rythme. C'est tout à fait normal. Professeur, ce qu'il y a, c'est qu'il faut informer. Le chef de l'État va pour une visite privée. Personne n'a dit, au moment où on avait terminé le Conseil des ministres du 24 mai, on n'a pas dit que le chef de l'État allait en voyage. Je vous défie de me dire où est-ce que ça a été dit. Sur l'agenda personnel, depuis le 24, le chef de l'État a pris l'avion le jour même après la fin du Conseil des ministres. C'est l'information qui nous est parvenue. Il est allé dans un hôpital. Il est aux soins. Nous avons l'information. Donc, ce que vous nous cachez là, les gens livrent ça à l'extérieur. Pourquoi vous cachez ça? On ne vous cache rien. Le chef de l'État soit malade a dit, le chef de l'État a des rendez-vous. A-t-il précisé les rendez-vous? Le lendemain, l'AFP a dit, le chef de l'État fait un bilan de santé. C'est le même ministre des Affaires étrangères. La veille, devant des diplomates qu'il a lui-même invités, il leur a dit, des rendez-vous. Vous avez les détails de ces rendez-vous? S'il vous plaît. Non, il ne faut pas faire de la polémique. Nous pensons que, écoutez, que le chef de l'État fasse des soins. Je pense que même cette semaine, M. Folli, vous vous êtes sans doute soigné parce que vous aviez peut-être des maux de tête ou etc. Mais ce n'est pas forcément à chaque fois que vous êtes obligé de dire à toute votre famille, à vos parents, amis, alliés que... Ma famille peut le savoir. Les parents peuvent le savoir. Voilà, ils ont besoin de savoir si je me porte bien. Donc nous pensons que mieux notre chef de l'État, se portera, mieux la nation se portera. Je pense que profiter de visites planifiées longtemps à l'avance pour faire un check-up, un bilan et éventuellement prendre quelques soins n'a absolument rien d'extraordinaire. Quand on sauf que le pays est au repos et que lui-même a décidé de présider les conseils des ministres, un peu en réaction contre la présidence passée, parce que l'ancien président disait « je n'étais pas au courant, je n'étais pas au courant ». Mais vous avez constaté que chaque fois que le chef de l'État s'absente, à son retour, il rattrape toujours les conseils des ministres passés. Oui, toujours. Deux conseils sont passés.
Mais il y a toujours les conseils de cabinet qui se passent. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que la machine de l'État va s'arrêter parce que le chef de l'État... Regardez ce qui se passe dans l'administration. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, la machine est arrêtée. Aucune machine n'est arrêtée, je suis désolé pour vous. Au contraire, les 2 semaines passées, le PAG a été lancé à grande allure. Toujours. Non, pas toujours. Pourquoi nous allons faire le point tout à l'heure? On est toujours au lancement. Mais le lancement, il y a la phase étude, monsieur. Il faut faire la phase étude. Il faut faire le lancement des offres, des marchés. Il faut sélectionner. Il faut démarrer les travaux. Donc, il y a un certain nombre de processus. Pourquoi voulez-vous que dans un État, on fasse toujours de l'informel? Le nouveau départ vise à sortir notre État de l'informel, à créer plutôt, sortir d'un État-nation pour créer un véritable État qui puisse amorcer les déclats de notre pays. Qui est dans l'informel. Il n'est pas du tout dans l'informel. De ne pas informer les gens de ces activités, c'est une approche. Non, je suis désolé pour vous, c'est une approche de gouvernance qui est tout à fait normale. Normal, mais oui, absolument. Lorsqu'un déplacement du chef de l'État ne rentre pas dans un cadre officiel et que c'est dans un cadre officieux, il peut bien se déplacer. Le président américain se déplace sans informer lorsqu'il vend... Jamais. Ben non. Jamais. Par contre, là, vous vous trompez. Non, jamais. Si. Vous pouvez dire que les journalistes épient les faits et gestes du président américain, mais il a des déplacements, il a des moments de privé. Ben voilà, monsieur. Oui, la vie privée du chef de l'État, est-ce qu'il ne faut pas... Quand il prend des congés, il prend des congés. Que le chef reste chef. Non, le chef, tout à l'heure, il a parlé de la pause pour le semestre. Je n'étais pas allé jusqu'au bout des idées. Dans un État, il n'y a pas de discontinuité. On n'a pas dit de pause, on a dit faire le point. Il a le temps de faire le point. On revient, oui. 6 mois se sont passés, je vous ai rectifié pour vous dire que ce n'est pas 6 mois, les 6 mois finissent en juin. Donc s'il n'y a pas de pause... il faut attendre que les 6 mois finissent d'abord après faire le bilan. Il n'y a pas de pause dans la gestion d'un État. Il n'y a jamais eu de pause. Discontinuité dans la gestion d'un État. Il n'y a ni pause. Vous avez dit qu'il a voulu faire une pause. Mais je peux vous dire que même ce matin, le chef de l'État a réglé des problèmes malgré... Tant mieux. Comment on peut dire qu'il y a discontinuité? C'est vous qui avez dit... Écoutez, le management politique comme le management organisationnel est une démarche tout à fait spécifique. Juridiquement, non. Sauf que ces motivations semblaient un peu surprenantes. Et c'est pour ça, moi, je suis allé sur le terrain de la direction de fait et j'ai essayé de faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec l'île de l'été. C'est un peu... C'est exactement ce que vous dites, mais d'une autre manière. Oui. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, que à moins qu'on dise que ce juge-là ne soit pas dans le pays, oui. Il ne peut pas ne pas savoir que c'est Amoussou qui est... C'est Golou qui gère. Donc, voilà, c'est exactement la même chose que je dis. Voilà, donc c'est pour ça que, une fois de plus, je ne puis m'empêcher de faire le lien avec la volonté de faire la politique, avec la rage et la ruse. C'est l'ère dans laquelle nous sommes, en fait. Ben, cette ère, comme le dit cette langue, porterait-elle les gemmes d'une probable contradiction entre des institutions qui devraient pourtant assurer à la population une certaine sécurité? Non, sauf en cas de jurisprudence constante, les décisions des juges peuvent, entre guillemets, apparaître comme étant contradictoires, mais en réalité, le juge est libre, il juge en fonction de sa conscience, comme on dit. Et non seulement en fonction de sa conscience, mais sur le fondement de la loi. Voilà. Il n'est que l'interprète, mais il y a des situations dans lesquelles sa conscience est appelée. Donc, on peut avoir le sentiment qu'il y a des décisions contradictoires, mais quand vous les regardez très bien, vous vous rendez compte que ça relève de l'office du juge, quoi, tout simplement. Oh, oui, Vincent Faury. Non, le professeur est très gentil. Moi, je dis qu'on ne peut pas détacher sur les 2 décisions du contexte politique actuel. Et le contexte politique est très clair. Aujourd'hui, le garde des Sceaux est devenu très, très puissant.
Aujourd'hui, on a les preuves. Ouais, c'est avec les mêmes tests. Il a toujours été puissant, il pourra me le confirmer, le garde des Sceaux. Vous avez dit aujourd'hui. Oui, il est encore devenu impuissant, très puissant, parce que vous observez, on va créer des tribunaux du commerce. Et il y a une sorte de, comment on peut dire, carambolage dans le milieu des juges, j'utilise le mot un peu comme ça, pour dire que beaucoup de gens veulent aller au tribunal du commerce pour les raisons que vous devinez. Il y a aussi que des juridictions n'ont pas encore de titulaires. Les gens, les juges sont des hommes, hein. Et donc, moi, je dis, on ne peut pas détacher ça. Vous voulez être titulaire, donc voici un dossier. Vous... Moi, je ne sais pas. C'est une suspicion. C'est une suspicion légitime. Je ne sais pas. Elle est légitime. Et je dis, on ne peut pas détacher ça. Surtout avec ce qui s'est passé. Depuis que le garde des Sceaux actuel est au pouvoir, il y a eu des cas d'immixtion, c'est-à-dire que dans l'affaire du football, et on a refusé, et même dans l'affaire de la RB, il semble que le premier juge, c'est-à-dire qu'on a saisi une ordonnance du juge pour qu'un huissier devait opposer aux congressistes. On a tout fait pour empêcher l'huissier de déposer l'ordonnance. On peut se renseigner, c'est clair. Mais lorsque vous le dites comme ça... C'est-à-dire que le contexte actuel, le garde des Sceaux actuel, c'est un homme très puissant. Il gère le milieu de la justice et j'ai l'impression qu'il prend les dossiers, il les donne à qui il veut. Je reviendrai sur l'affaire comment on peut dire, de la cour d'assises. Non, c'est une impression qui est très forte. Est-ce que là, la cour d'assises, on revient là-dessus, mais dites, est-ce qu'on ne lui prête pas trop d'intention? Moi, je n'ai pas prêté d'intention, moi je vois les actes. On a vu le garde des Sceaux actuel, justement parlant de ces actes, on a vu de par le passé, pour son activisme, dans certaines postures, bien entendu. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne le confond pas un peu trop? Si vous dites ça, moi, je crois que je suis fondé à avoir les suspicions, la suspicion légitime que j'ai. Parce que ce garde des Sceaux, nous l'avons vu par le passé, défendre. Et moi, j'ai été le journal qui a le plus soutenu. J'ai même fait des articles pour contredire un confrère de presse internationale qui m'a traité d'être partisan d'eux. Et je crois que c'est eux qui ont raison de ce qu'ils disaient. Donc, vos écrits d'hier? Non, mes écrits d'hier, je les assume. Mais je crois qu'il y avait une sorte de naïveté de ma part, d'avoir été un peu chaud. Donc, lorsque je constate, je compare l'attitude du garde des Sceaux actuel à ce qu'il avait fait par le passé, c'est le jour et la nuit. En tout cas, des dossiers, il y en aura d'autres, mais un autre qu'on ne saurait passer sous silence sur ce plateau, parce qu'on a commencé par en parler. Il s'agit de l'affaire d'ICC Service, l'affaire d'escroquerie qui a été présentée devant la cour d'assises de Cotonou. La suite, on la connaît. Je ne donne pas la parole à Vincent Folly, mais je voudrais m'adresser à Vito Topano. Vous avez suivi un peu l'introduction de ce dossier. Quelles ont été les premières lectures que vous en avez fait? Écoutez, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez savoir. Aujourd'hui, le dossier est suspendu. Oui. Si c'est ça qui vous préoccupe, j'ai bien compris que c'est parce qu'il y aurait quelques problèmes techniques. Lorsqu'un juge demande la suspension d'un procès, c'est bien forcément parce qu'il y a des problèmes. Mais ce que j'aurais appris, sous réserve de vérification, c'est que manifestement, elle partait à la retraite. Comment ça? Le jour même du procès. Voilà, le jour même du procès, à minuit, elle allait à la retraite. Et face à sa conviction d'être incapable de terminer avant de partir, elle a préféré surseoir. Donc, le dossier reviendra avec un autre président ou une autre présidente de cour, et ça repartira sur les bons rails. Donc je ne pense pas qu'il faille s'alarmer, parce qu'il fallait le savoir pour savoir ce qui s'est passé. Le débat va reprendre à partir de quand. Personne ne sait. C'est important de rassurer les téléspectateurs et tous ceux-là qui s'interrogent. Mais il y a une interrogation qui est revenue et que je relais ici parce qu'ils ne pourront pas être ici. Je vais parler de ces citoyens. L'interrogation qui est revenue avec fausse détail, c'est de dire, mais tout le monde savait, puisque c'est un calendrier, que l'intéressé devrait faire valoir ses droits à la retraite. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui presse pour lancer ce dossier et ensuite se rendre compte que l'homme pourrait demander à mettre en exergue son droit légitime? Non, tout ce que tout le monde ne sait pas,
Oui. C'est toujours les délais de procédure. On ne peut jamais anticiper. Même dans la programmation des dossiers, on peut dire on lui donne 15 jours. Mais si au cours de la procédure, il y a des demandes de suspension de chaque côté, etc., on peut bien prévoir 15 jours au départ, mais se retrouver avec 2 mois, 3 mois, ou on peut prévoir 2 mois de débat et se retrouver avec 4 mois. Parce que ça, par contre, ça fait partie de ce qu'on appelle les droits de la défense qui ont absolument... Tant que c'est prévu sur le plan procédural, donc sur le plan légal, moi, je n'ai absolument aucun problème. Donc là, on a pu penser qu'elle aurait pu régler ça avant la date de sa retraite et que malheureusement, le déroulé des débats l'amène à aller au-delà de cette période. À ce moment-là, elle prend acte et puis elle prend la décision la plus responsable. Alors, Vincent Follet, il était possible, excusez-moi, il était possible qu'elle veuille absolument vider avant de partir. Et à ce moment-là, elle aurait eu sur sa conscience d'avoir escamoté un dossier. Oui, Vincent Follet, est-ce que bon nombre de confrères n'ont pas été un peu trop vite en besogne quand on prend les précisions apportées par l'ancien garde des Sceaux? Je ne voudrais pas me dire que il je ne reste que 3 minutes. Oui, mais 3 minutes. Je vais dire rapidement pour dire que je ne serai pas aussi prudent que le garde des Sceaux. Je le comprends. Il a été l'ancien garde des Sceaux. Il a la prudence des chats qui passe à pas mesurer. Mais moi, je n'ai pas cette prudence. Je n'ai aucune tâche. Je peux dire ce que je veux. Mais dans la mesure de ce que je sais, moi, je dis. Et c'est lui qui a révélé tantôt que cette dame allait à la retraite le jour même. C'est moi qui ai précisé ça, à minuit. Mais savez-vous que 2 semaines auparavant, celle qui devait aller à la retraite, dans 2 semaines, on l'a nommée PCA. PCA, c'est-à-dire président de la Cour d'appel. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que... Oui, c'est normal. Pour raison d'ancienneté. Pour raison d'ancienneté. On ne peut pas nommer un Elle s'en va. Elle s'en va dans 2 semaines. Et puis, on est venu nous programmer, un dossier aussi important que l'ICC. Ce qui va se passer, moi j'ai dit que notre journal ira au-delà de ce qui s'est passé. Nous irons au fond du dossier ICC. Et le ministre est bien placé pour savoir une partie de ce qui s'est passé dans la période. Moi, je dis, l'affaire ICC ne peut pas être gérée de cette façon-là, après, avec un procès aussi rapide, en interrogeant quelques comparses. Il faut faire venir les gens qui savent ce qui s'est passé. Et moi, je dis, tant qu'on ne fera pas ça, l'affaire ICC restera une nébuleuse. Et ce n'est pas normal. Ce n'est que le procès au pénal. Et ça, ce n'est pas le plus difficile. Hein? Le procès au pénal, savoir si Guy Aklogan et ses comparses ils ont fait un acte délicieux. Tout le monde sait que c'est un crime qu'ils ont commis. C'est de l'escroquerie. Ce n'est pas ça qui est dû. C'est le procès au civil. Comment ça va se passer? Ce procès au civil sera difficile à faire parce qu'il faut identifier les gens à indemniser. Et ce n'est pas le plus facile. Parce que les ordinateurs qui ont servi, où ils sont, ce comité de crise qui a été créé, quel rôle il a joué? On va parler autant de questions qui trouveront sans doute réponse dans les prochains jours. Vito Tokpanou, par rapport à ce dossier qui va revenir, comme on le dit, quel est le grand souhait de l'homme de droit? Mais juste espérer que les victimes puissent comprendre et au besoin être indemnisées. Alors, sur l'essentiel qui nous a réunis ce matin, ce procès fait à tort ou à raison à la maison de justice qui est là pour accompagner le contribuable béninois Vito Tokpanou. Qu'avez-vous à dire très rapidement? Non, je pense qu'il n'y a pas de construction d'état de droit sans le pilier que constitue la justice. Donc, je ne parlerai pas de prudence, ainsi que me le reprochait l'ami Vincent, mais il faut aussi savoir raison garder, ne pas toujours jeter l'anathème. Dans la maison de justice, je suis d'accord, il y a sans aucun doute quelques galeuses qui font mal le boulot. Mais je pense que nous avons une justice de très très haute qualité, surtout quand on se permet de le comparer aux voisins. Suivez mon regard. Merci beaucoup. Oui, Vincent Follet, qu'avez-vous envie de dire? Non, j'ajouterais qu'il a raison de dire ce qu'il a dit. La justice est l'un des piliers, le plus grand pilier de la démocratie. Et j'ai été écœuré d'entendre que certains juges, lorsqu'on leur a opposé les décisions qu'ils ont prises tout récemment, quelqu'un aurait dit, mais écoutez, les hommes politiques ne veulent pas régler leurs problèmes et ils nous envoient ça. Mais oui, ils vont vous envoyer. Parce que c'est ici, c'est la justice qui est
le garant de l'état de droit. Que chacun joue son Ah rôle. oui, chacun doit jouer son rôle. Si les hommes politiques balancent leurs problèmes, les juges doivent saisir et rendre la justice au nom du peuple béni. Merci Vincent Folly, merci Victor Topanou. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été une fois encore des nôtres. 100% Bénin, le numéro du jour. Nous y mettons un terme, et ce sera sur cette citation très célèbre de La Fontaine, je cite, « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Ce sera tout pour ce numéro. On se retrouve demain avec le même entrain pour un autre plateau. À très vite. Ah non. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin.